On entend tous les jours parler de nouvelles stratégies de growth. Donc ouais, on va mettre du budget dans des ads parce que c'est important, ou alors on va scraper LinkedIn, ou alors on va faire des bots Twitter pour pouvoir faire encore plus d'acquisitions. Alors c'est bien de faire du growth, c'est super important, mais on oublie totalement cette partie produit parce que growth pourquoi? Pour faire venir quelque part. Et en fait, qu'est-ce qu'on offre à notre utilisateur? C'est un produit. Et pour que ça marche bien, tout ça, il y a quand même quelque chose qui est assez fondamental, c'est le product market fit. Et c'est exactement ce qu'on va voir aujourd'hui avec Quentin Dirantet de WeWeb. Et d'ailleurs, ils sont à YC en ce moment, donc on va aussi parler de ça. Ça va être hyper intéressant. J'espère que vous allez bien. Comment ça va, Quentin? Ça va, écoute, la fin de YC, un peu fatigué, mais je suis prêt. Et puis merci de m'accueillir, en tout cas, ça fait plaisir. Ouais, hyper cool. On est hyper content de t'avoir ici. Ça faisait un moment qu'on voulait t'avoir. Et surtout, c'est un sujet qui est hyper intéressant, le produit market fit. Mais surtout, pour moi aussi, et on va en parler, c'est le no-code. Parce que tu es quand même en train de faire un outil, et je l'ai dit sur ton lancement Product l'autre jour, c'est que vous êtes en train de game et faire une vraie l'autre partie de ce que tout le monde fait. Tout le monde fait aujourd'hui des headless CMS et compagnie. Vous faites l'autre partie. Donc, vous créez un pont entre ces deux mondes-là. On va pas trop dans les détails. On va parler de tout ça. Mais avant ça, Benoît, comment ça va de ton côté? Ça va nickel, ouais, désolé, j'étais un peu dissipé parce que mon Yeti et mon micro a eu la bonne idée de me lâcher pile pendant l'intro, donc ça va mieux. Mais si à un moment donné vous m'entendez plus, c'est qu'il a reclamsé. Donc voilà, toujours ce petit problème de faux contact, mais en tout cas ça va nickel. Super content de t'avoir Quentin, parce que tu t'étais venu nous voir dans Vacarme, donc notre émission chez Scalesia il y a quelques temps maintenant, et c'était avant YC, c'était même pas encore annoncé. C'est un petit peu secret défense à ce moment-là. Tu nous avais envoyé du lourd sur le product market fit. On avait parlé de ça en détail. C'était le démo day hier. Tu nous l'as dit. Et donc c'est super intéressant de faire un petit point d'étape ensemble sur justement ce que tu as appliqué chez WeWeb, comment ça s'est passé. Et puis forcément, ouais, comme l'a dit Shubham, en plus du product market fit, t'as une vision ultra intéressante du growth marketing en général, parce que tu viens du produit à la base, et en plus forcément, vu que tu es sur un produit no code, t'as aussi beaucoup de choses super pertinentes à nous raconter sur le no-code. Donc ça va faire un épisode bien dense. On va parler de plein de sujets. Donc installez-vous, ça va être vraiment cool. Bon, on peut maintenant passer au cœur du sujet. Est-ce que pour commencer, Quentin, est-ce que tu peux un peu te présenter rapidement ton parcours? Alors, ce qui est cool, c'est que je sais que tu as plusieurs casquettes et que tu as plusieurs visions du product, de growth, etc. Et je sais qu'on en avait parlé très récemment. Et c'est un peu ça qui nous fait kiffer, le fait de dire qu'en fait, aujourd'hui, head growth ne suffit plus. Mais justement, ce serait intéressant d'avoir ta vision là-dessus. Et peut-être, est-ce que tu peux nous dire un peu, d'où est-ce que tu viens et c'est quoi ton parcours commencé? Faire le petit storytelling que j'aime bien faire. À la base, moi, j'ai fait une école de commerce, faire du marketing. Ça veut pas dire grand-chose parce que j'y ai pas appris grand-chose comme beaucoup de gens, je pense. Mais en fait, le truc, c'est que gamin, mon père est ingénieur et il laissait traîner des bouquins de dev, de code dans son bureau. Et quand j'avais 8-9 ans, je me suis mis à coder en C, en Visual Basic, à faire des petites macros sur Excel. Et j'avais kiffé. Et j'ai continué à un peu travailler ça jusque même en école de commerce, que je me rendais compte qu'en marketing, typiquement, t'as énormément de tâches qui sont ultra répétitives et il y a aucun intérêt à ce que ce soit un humain qui le fasse. Et j'en suis arrivé un peu par hasard au growth, à faire un stage en growth chez Doolid à l'époque, qui est une scale-up à Paris dans le marketing automation, où j'ai pas mal évolué. À l'époque, je me rendais pas compte, je faisais plus du growth engineering que du growth hacking, même si growth hacking veut plus dire grand-chose, où je faisais pas mal de scripts pour aider typiquement les sales, mes boss, et de plus en plus, je me suis approché du produit parce qu'en interne, j'ai lancé un outil de création de landing page et je suis devenu product manager ensuite là-dessus d'une team de 6 devs et une UX UI designers, et je suis resté 1 an là-dessus. Et là, depuis 8 mois, je suis arrivé chez WeWeb comme premier employé non dev, comme head of growth, pour les aider à trouver le product market fit. Et en gros, WeWeb, on pourra en reparler après, mais c'est un outil no-code/low-code qui permet de créer des sites web de manière scalable et avec de la donnée qui vient de n'importe quelle source, typiquement un Airtable ou même un WordPress en headless. Donc voilà, je suis passé par pas mal de phases différentes et c'est vrai que j'ai vu pas mal de growth enfin mûrir en France, où pour moi le growth, il y a un gros aspect produit qui est souvent négligé. Et belle esquive, Shubham. Ouais, il y avait une bouche qui m'a, je sais pas si vous l'avez vu, mais elle m'a tapé. Mais du coup, je suis curieux de savoir, parce que, ok, il y a cette partie où tu as commencé à avoir ce
ce mindset un peu, je dirais logique, en codant en VBA, etc. initialement. Mais comment t'es passé en mode produit? Parce que produit, c'est quand même autre chose, tu vois. T'as quand même une notion souvent quand on est catégorisé en tant que growth. Et moi, j'ai eu beaucoup de temps pendant lequel je me suis dit, mais attends, mais je suis growth ou pas? Je kiffe ce que les mecs comme Guillaume Cabane disent, ça me parle. Je fais du tracking et tout. Est-ce que je suis un growth? Parce qu'à la base, je suis un dev. Et du coup, en fait, comprendre que en fait, tout ça, c'est du produit, ça m'a pris beaucoup de temps et je voulais savoir comment ça s'était passé pour toi. Bah écoute, c'est une très bonne question parce que c'est vrai que le dev, le product manager, le growth engineer, les premiers devs ou les product managers au début, c'est un peu des mecs qui touchent à tout et c'est assez compliqué de catégoriser parce que je t'avoue que là aujourd'hui mes tâches de tous les jours entre moi et mon CPO, elles sont assez floues. Enfin, on fait un peu la même chose des fois. Mais en gros, j'en suis arrivé à ça quand je me suis rendu compte que déjà tout ce qui était logique de hacking, quand tu récupères un hack qu'une autre personne a fait, c'est un truc lui s'adapter dans son business, ses besoins et répéter tout le temps la même chose, ça scalait pas. Et qu'en fait, les boîtes les plus stylées dans le game, typiquement Airbnb, Uber, Dropbox, en fait, les hacks qu'on connaît, c'était juste que les mecs avaient engineer dans leur produit un moyen pour le produit de grossir naturellement. C'est en parlant à pas mal de product managers, parce que j'étais sous l'égide d'un product manager chez Doolid et à Paris, j'ai parlé à pas mal de head of product, que je me suis rendu compte que ce qu'ils faisaient, ça me parlait beaucoup plus. C'était vraiment comment tu apportes de la valeur à tes utilisateurs avec justement ton produit et comment tu le crées de la valeur. Et je me suis rendu compte aussi que je continuais à aimer le marketing et ce qui me faisait kiffer dans le produit, c'était vraiment les features pour ramener plus d'utilisateurs ou pour augmenter l'utilisation. Et que typiquement la partie il faut maintenir l'outil, il faut corriger les bugs et ces trucs, enfin j'ai très vite tendance à plus me focus dessus, ce qui est pas bien, mais du coup pas mal m'orienter vers ça et parler à beaucoup de gens aux États-Unis où tu te rends compte qu'en fait les meilleurs growth aux États-Unis sont tous des PM. C'est assez impressionnant. Genre ils ont un job de growth PM et c'est à force de lire de la doc là-dessus et ce qu'ils faisaient que je me suis dit putain c'est stylé. Ok, super intéressant. Et est-ce que tu peux nous parler un peu maintenant de WeWeb? Tu nous as dit un petit peu que c'était une manière de créer des sites web avec n'importe quelle source de données. Donc c'est-à-dire que tu peux avoir le même site web pour un WordPress, pour un Airtable, pour même j'imagine un n'importe quelle source de données, une API par exemple directement. Ouais, exactement. Donc, vous faites la partie abstraction de tout ce qui est en bas dans le back-end et vous permettez d'afficher de manière, j'ai l'impression drag and drop, donc de manière où tu peux configurer en tant que no-codeur ce qui va être en dessous. C'est bien ça? Ouais. Alors comme c'est un peu dur à pitcher et on se cherche encore un peu pour être honnête, je préfère partir de pourquoi on a créé WeWeb. À la base, qu'on s'est rendu compte, c'est Webflow. J'imagine que tout le monde voit à peu près ce qu'est Webflow dans le chat. C'est un outil monstrueux qui permet de faire des sites en no-code. Le problème de Webflow, c'est que les sites de Webflow vivent un peu en isolation des autres outils et que ce qui se passe, c'est qu'il y a des équipes marketing qui vont retourner à des WordPress, passer un certain niveau, parce qu'ils n'arrivent pas à utiliser tel ou tel plugin, et le site n'interagit pas bien avec leur stack marketing ou leur stack technique. Le truc, c'est que WordPress pareil, c'est un outil génial, mais qui est vieillissant, qui est basé sur une stack technique assez ancienne, et les devs aiment pas trop typiquement travailler dessus. Et il y a un nouveau type de stack qui est en train d'apparaître, qui est la Jamstack, où en gros, pour résumer vite fait, ça permet aux développeurs de créer des sites sous forme avec React ou Vue, qui sont des frameworks JavaScript. Mais ce que ça veut dire derrière, c'est qu'en fait, tu crées ton site avec des petites briques de Lego qui peuvent interagir avec plein d'outils. Tu veux interagir avec ton Notion, tu veux interagir avec Ghost, tu veux interagir avec Prismic, tu veux interagir avec HubSpot. C'est ultra simple. Et nous, ce qu'on s'est dit, c'est on aimerait bien apporter l'aspect no-code à cet environnement parce que le problème de ce genre de site, c'est qu'à l'heure actuelle, pareil, il y a des boîtes qui font ça très bien, qui ont des sites magnifiques en Jamstack, mais le marketing peut pas éditer visuellement son site. Donc, on a fait cette brique, un peu ce Webflow de la Jamstack, qui est en fait un peu un Webflow, mais qui, typiquement, si tu veux importer des contacts depuis HubSpot pour créer des landing pages automatiquement, tu peux le faire. Si tu veux envoyer de la donnée dans un Google Sheet, tu peux le faire, et ce de manière native. Et ce que nous permet aussi cet outil, ça c'est un petit teasing de ce qu'on est en train de faire en ce moment, c'est que typiquement on est en train de travailler sur une feature où on pourrait prendre des designs de Figma, les importer dans WeWeb, ça devient des composants et en fait il y a même plus d'intégration. C'est automatiquement ton Figma devient un site, ce qui est très compliqué à faire sur Webflow. Nous notre vision à 5 ans, c'est vraiment d'être le WordPress de la nouvelle stack, plus que Webflow. Webflow, les outils no-code, Software, Webflow ou Stacker et compagnie, c'est hyper bien pour des use cases spécifiques, mais une fois que tu sors un peu de ce use case, c'est un peu tout ce qui fait même la puissance du no-code, mais aussi sa limite, c'est que si tu as un use case très spécifique et que tu commences à vouloir un peu customiser ce que tu fais dans ton outil, ça devient très vite compliqué. Alors que nous, on essaye de dire, en fait, le jour où t'es coincé, t'es sur la nouvelle stack, donc un développeur va pouvoir coder super rapidement un composant ultra custom et tu vas pouvoir le réutiliser en no-code. Donc on essaye d'être plus évolutif
évolutif et de scaler avec nos utilisateurs. Alors que aujourd'hui, c'est assez fou de voir qu'une entreprise, elle va commencer avec un site qu'ils ont codé vite fait à la main, ils vont passer sur Webflow, ils vont retourner à WordPress, ensuite ils vont retourner à un autre outil, et pour leur landing page, ils utilisent encore un autre outil. Alors qu'en fait, tu pourrais scaler avec le même outil. Ouais, et on a, enfin, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet dans toutes les boîtes, tu vois qu'il y a galère. Et du coup, j'avais une vraie question justement autour de WeWeb parce que en fait, vous êtes sur un marché où il y a de la demande, mais vous êtes aussi logiquement sur un marché où il y a déjà beaucoup d'offres. Vous avez une place à trouver, donc ce qu'on appelle un product market fit. Trouver le bon alignement entre le marché, entre le problème, la solution, le marché, le produit et avec le bon message. Donc, comme tu l'as dit tout à l'heure, vous cherchez encore, soit c'est ton rôle chez WeWeb, c'est trouver vraiment ce product market fit et c'est en partie pour ça aussi que vous êtes allé chez YC. Avant de parler de YC, ça m'intéresserait grave de savoir ce que tu as mis en place justement chez WeWeb en tant que growth pour trouver ce product market fit. Alors, pas mal de choses, ça a beaucoup évolué pendant YC d'ailleurs. C'est qu'au départ, un des trucs les plus simples, qui est malheureusement pas forcément actionnable pour tout le monde, c'était juste de pinguer tous les copains de la Startup Nation en mode mec, est-ce que tu as des problématiques autour de ton site web? Si oui, lesquelles? Et sinon, qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui va pas? Et du coup, pinguer un peu tous les CMO, les Head of Growth, les personnes en charge du site web et essayer de trouver des frictions autour des outils qu'ils utilisaient au jour le jour et juste demander des interviews. Et ça, on l'a fait sur, je sais pas, genre 150-200 CMO à Paris. Au final, il y en a une bonne trentaine qui ont dû nous répondre et parmi ces 30 CMO, il y en a une bonne dizaine qui étaient même chauds pour tester l'outil, qui sont devenus nos premiers utilisateurs. Et du coup, on a répété ça au fur et à mesure sur d'autres localisations. C'est que typiquement, je me faisais des listes de prospection, les growth à San Francisco, les growth à Berlin, les growth à Londres, en prenant toujours un peu les personnes les plus qui connaissent le mieux le marché pour au final descendre de plus en plus vers le mid-market ou les PME pour voir si en fait leurs besoins, s'ils commençaient à avoir les mêmes besoins, si le marché s'éduquait et si eux aussi avaient ces problématiques. Et un autre truc qui a été hyper utile, c'est tout simplement le fait de faire Y Combinator. T'as un réseau monstrueux, donc tu peux te permettre de pinguer. C'est un peu ce qui est cool dans la culture américaine, c'est qu'on a pingé des mecs comme HubSpot, Vercel, Netlify, même Webflow, et ils te répondent littéralement, ils viennent avec 5 personnes du board, ils regardent ton outil, ils sont en mode c'est cool, et ils disent nous on vous voit un peu comme étant tel ou tel outil sur tel marché, du coup on va vous mettre en relation avec X ou Y, et ensuite on lui parle, et ça t'ouvre plein de nouvelles portes. Et après l'autre, c'est assez ouf, parce que ça c'est un truc qui est un mindset qui est fou aux États-Unis qu'on a malheureusement pas en France, c'est que tu peux même parler à tes concurrents, les mecs sont chauds de te parler, et tu parles, on a parlé à HubSpot, ils sont limite chauds pour investir, tu vois, donc ça va tellement vite. Et ils sont arrivés avec le Head of Product et le CMO de HubSpot Marketing Monde. Ils ont pris 1 heure pour nous parler. T'es en mode what the fuck. Ouais. Et du coup, eux t'ouvrent beaucoup de portes. Et ensuite, c'est regarder ce que font tes utilisateurs dans le produit. Donc ça, beaucoup avec mon Head of Product, avec un outil que j'aime beaucoup qui s'appelle Full Story, qui est un peu, je sais pas si les gens connaissent Hotjar, mais en gros, c'est un outil qui permet de voir vraiment ce que les gens font dans ton produit comme si on les avait filmés et de voir où sont les frictions et surtout qu'est-ce qu'ils ont fait avec ton outil. Parce que ce qui se passe au début, c'est que les gens vont jamais faire les choses auxquelles tu t'attendais et de leur demander pourquoi ils ont fait ça, qu'est-ce qui les a bloqués et te rendre compte en fait, tu as des petites niches potentielles pour ton produit et ensuite de nouveau aller refaire de la user research dans ces niches. Donc typiquement, on s'est rendu compte qu'il y a plein de gens qui nous utilisaient pour des landing pages. Donc je retourne voir des Head of Growth ou des CMO ou même juste des marketeurs de PME et je leur pose des questions autour de leurs problématiques sur les landing pages et j'essaye à nouveau de leur montrer comment WeWeb on a attaqué le problème sans essayer de leur vendre l'outil. Donc c'est que du feedback, c'est que STP aide-moi, est-ce qu'on peut parler sans essayer de vendre le truc. Et en fait de ça, souvent il y en a beaucoup. Il y a beaucoup d'opportunités qui en naissent parce que les gens adorent donner leur avis et souvent quand ils se rendent compte que tu réponds à un vrai problème, naturellement ils vont dire je suis chaud pour vous essayer et ils t'essayent. Et ça devient tes premiers utilisateurs. Okay. Et donc là à ce stade en fait vous avez pas cherché à vendre du tout, vous étiez pas encore vous étiez en bêta en fait et vous aviez pas encore de plan payant quoi. Non. Ce que dit beaucoup Y Combinator, c'est il faut que tu trouves ton product market fit et tu t'occuperas de vendre après et tu feras du marketing après. C'est tant que t'as pas un marché qui est ultra chaud sur ton produit et que tu commences déjà à avoir du trafic organique, en fait fais du travail à la main et je vais pas dire que j'ai pas automatisé. Je vois les campagnes sur les CMO, je suis allé
scrappé, j'ai fait des campagnes, mais c'était quoi, 100, 150 personnes, et je demandais vraiment du feedback. Et ensuite, c'est que du travail à la mano, de voir ce que les gens font dans ton outil, et nous, dans le no-code, ça passe aussi beaucoup par des communautés, genre Slack ou Reddit, et d'aller parler à ces gens en mode, quelles sont vos problématiques, tu veux pas essayer, et je suis chaud pour avoir ton feedback, mais j'essaye pas de leur dire, mec, paye, ça sert à rien, tu vois. Ouais, t'essaies surtout de faire du hyper qualitatif et d'avoir du feedback dans un premier temps, plutôt que de se dire, OK, je vais faire une boucle de viralité qui va faire en sorte qu'il y a plein de gens qui vont venir. Et puis, et tu sais, dans la plupart des boîtes, tu sais, dans lesquelles j'avais mis à l'époque Hotjar et Full Story, en fait, c'est ouf à quel point les gens, une fois qu'ils ont une V1, et c'est une VO 0.1, même pas, ils se disent, bon, bah, c'est bon. Maintenant, je peux automatiser tout ça. Donc, je vais apporter du flux. Je vais voir les conversions. Je vais voir mon funnel. Et tu sais, en fait, on avait, sorry, mais on regardait même plus ce truc-là, quoi. Alors qu'en fait, c'est la base, tu vois. Personne parlait aux users. Et je trouve que même dans la culture, c'est encore en train de changer énormément sur ces 3 dernières années. Et rien que sur ces 3 dernières années sur la partie produit, d'aller vraiment parler à ces users. Et je trouve que vous l'avez ici très bien fait parce que toutes les automatisations que tu as faites, c'est pas pour juste avoir un sign-up. C'est vraiment pour parler aux gens, quoi. Et ça, c'est génial. Exactement. Ouais. Exactement. Et, je trouve que tu dis un truc super intéressant et c'est la philosophie de YC qui est aussi la tienne. C'est, en fait, d'abord, trouve des gens qui sont à balle sur ton produit, qui en parlent autour d'eux. C'est là qu'on voit que pour le coup, le referral, c'est un des leviers de croissance les plus forts. C'est bien, à mon sens, plus que l'acquisition, parce que l'acquisition organique découle du referral en grande partie. Mais et en fait, et le marketing, ça viendra après. Et en fait, pour moi, une des grandes raisons qui fait que les gens se cassent les dents et qui se disent, OK, j'ai fait un produit, j'ai fait un produit, maintenant je vais bourriner sur l'acquisition, je vais bourriner l'ads, je vais bourriner le cold email, et ça va le faire. En fait, ça découle de quelque chose de très cognitif. C'est un biais qui s'appelle l'illusion d'un monde juste. Et en gros, c'est-à-dire que ton cerveau te dit, OK, t'as passé tant d'heures, t'as fourni tant d'efforts pour bâtir un produit. Donc, dans l'ordre naturel des choses, c'est obligé que ça fonctionne parce que t'as investi autant de temps, d'énergie là-dedans, tu vois. Alors qu'en fait, ça marche pas du tout comme ça. C'est très réaliste, de façon très réaliste. Si personne ne veut de ton produit, le marketing n'y fera rien. Enfin, l'acquisition en tout cas n'y fera rien. Et en fait, toi, du coup, tu t'es basé sur une approche à la fois macro avec de la data justement quantitative. T'as analysé justement avec du segment, avec du full story, comment les gens évoluaient sur ton produit. Et après, surtout, t'as fait des choses qui scalaient pas de façon vraiment très qualitative, en allant discuter avec un maximum de monde en one-to-one et aussi au sein de communautés. Et en fait, ce qui est vraiment cool, c'est que c'est quelque chose qu'on peut extrapoler pour n'importe quel produit, n'importe quel projet. En fait, c'est vraiment va parler avec un maximum de monde et segmente un maximum. Donc d'abord, t'allais parler avec les gens de la Startup Nation, parce que c'est vraiment potentiellement tes core users, t'as priorisé. Et après, t'es allé parler à d'autres segments potentiels, d'autres personas aussi, des PME, des marketeurs, des growth, des products, et t'es allé voir un petit peu comment tout ça réagissait, quoi. Et YC, c'est venu un petit peu comme la cerise sur le gâteau pour t'apporter encore plus de réseau, encore plus de levier, encore plus d'autorité pour parler avec encore plus de monde. Et puis eux, ils sont littéralement tout le temps à dire talk to your user, tu vois. Faut tout le temps que tu parles à tes utilisateurs et le lendemain ou même l'après-midi, tu crées de la feature où tu diminues la friction dans ton outil selon ce qu'ils t'ont dit même le matin même. Et en fait, tu passes ton temps à tout le temps itérer super vite. Et eux, leur philosophie, c'est t'as 10 utilisateurs au départ, il faut qu'ils soient super contents de ton outil et qu'ils en parlent à tout le monde. Et une fois que ça, c'est bon, tu passes aux 20 suivants. Une fois que ça, c'est bon, tu passes aux 40 suivants. Mais tant qu'ils sont pas contents, tu continues pas. Et c'est aussi un mindset qui est rendu possible aux États-Unis dans le sens où les investisseurs, les VC, ils t'achètent pour une vision et pour ton product market fit, contrairement en Europe où malheureusement les VC, beaucoup, ils veulent du MRR tout de suite. Alors que YC disent ton MRR, tu t'en fous. Même jusqu'à la série A, ils sont en mode, on s'en fout un peu. C'est à la fin le métrique le plus important, mais au début, ils vont dire, si tu as une manière organique de trouver des utilisateurs et qu'en plus, ils adorent ton produit, ils vont te donner de l'argent, tu vois. Et comment moi, je suis curieux d'un truc par rapport à ce que tu as dit, parler à vos utilisateurs. Alors, c'est bien, et je pense qu'il y en a plein qui sont motivés à le faire. Et c'est une vraie question parce que je vais pas forcément. Alors, j'ai une réponse, tu vois, au stade Conto, j'ai une réponse au stade de moi, mais j'ai pas une réponse générique. Et je sais pas s'il y en a. Mais quand tu parles à des utilisateurs, donc tu mets un calendrier en place où tu leur prends des petits créneaux 15-20
20 minutes, 30 minutes. Comment est-ce que tu vas, à un moment donné, résumer tous ces feedbacks et les rendre actionnables comme plan d'action? Parce que c'est quand même quelque chose qui n'est pas forcément évident à faire. Imaginons, tu as parlé à 10 personnes, il y en a 3 qui sont contradictoires, 3 qui vont dans le même sens et 4 qui disent faut faire cette feature. C'est quoi ta next action? Tu vois, c'est quoi la prochaine étape de choses que tu vas faire? Comment est-ce que tu priorises en fait? Je suis curieux de savoir ça. C'est une très bonne question. Bah déjà, la priorisation classique, c'est est-ce que beaucoup d'utilisateurs te le demandent et est-ce que c'est des utilisateurs qui ont beaucoup utilisé ton outil? Parce que typiquement, il y en a qui vont à peine faire joujou et au final, tu sens que c'est pas forcément must-have ce qu'ils t'ont demandé, c'est plus du nice-to-have parce que les utilisateurs de toute façon sont jamais satisfaits d'un produit. En fait, il faut se poser à plusieurs et se dire est-ce que c'est la vision, est-ce que toutes les features qu'on nous a demandé, déjà quel est le problème de base? Parce que les utilisateurs te demandent une feature, mais en fait, ils ont un problème sous-jacent et des fois, tu as une manière plus simple ou plus intelligente de répondre à ce problème plutôt que de faire exactement ce qu'ils t'ont dit. Et c'est surtout s'il y a énormément de gens qui te demandent des choses très contradictoires, il faut déjà commencer à se poser la question, est-ce que sur quelle niche, nous on est à cette étape-là typiquement, sur quelle niche tu veux aller? Parce qu'il faut pas commencer à faire tout dans tous les sens. Et au départ, il faut commencer même à dire non à certains utilisateurs pour se focus que sur une niche en particulier. Et typiquement, si c'est des features en mode, il y a une friction, elle est super simple à fixer, bah on le fait tout de suite. Mais si c'est une feature qui va changer fondamentalement ton produit, et ça, il n'y a pas de réponse universelle, il faut juste mettre du jus de cerveau. On se pose la question de est-ce que c'est un marché sur lequel on veut aller et comment on adapte notre produit pour ça. Parce que le product market fit, encore une fois, c'est pas juste trouver le bon marché, c'est aussi avoir le bon produit en face. Les deux s'influencent. Donc, selon le marché sur lequel tu vas te focus, tu vas complètement changer ton produit. C'est fou à quel point, tu vois, quand tu es au début et que ces choses-là sont pas claires, parce qu'il y a deux choses que tu as dit, il y a la verticalité de où est-ce qu'il en est ton utilisateur, à quel point en fait il correspond à ton ideal customer profile, genre est-ce que c'est lui que tu veux targeter, à quel point il a utilisé ton produit, et de l'autre côté, où est-ce que tu veux aller, tu vois. Et en fait, est-ce que ça correspond à ta vision? Et tu vois, c'est des choses qui paraissent maintenant pour toi hyper claires et hyper limpides parce que tu vois, tu t'es dedans depuis un moment, mais souvent, quand tu vois des entrepreneurs qui font des feedback users, le matin ils t'ont dit un truc, le lendemain tu vas complètement changer et pivoter parce qu'il y a 3 users qui t'ont dit quelque chose, tu vois. Et en fait, il n'y a pas évidemment de mécanisme universel qui permet de bien catégoriser ça. Mais le fait d'avoir ces deux verticalité et horizontalité, c'est hyper intéressant comme grille de lecture, tu vois, en tout cas pour ces feedbacks. Ouais, clairement, parce que il y a toujours cet enjeu, ouais, de priorisation du feedback et de qualité du feedback, quoi. Et donc un de tes gros rôles, en fait, toi, c'est de justement faire ce tri, parce que tu vas pas shipper un truc à chaque fois qu'il y a un feedback. Il faut quantifier sa pertinence. Et comment tu fais en fait? C'est au bout d'un moment, t'as les modèles mentaux, t'as les filtres en gros qui s'échafaudent un petit peu à force d'en faire, c'est ça? À force d'en récolter. C'est ça. Bah nous, on a notre vision. Le truc hyper important, surtout quand tu lances une boîte, c'est que les fondateurs doivent totalement partager leur vision à leurs premiers employés. C'est que tout le monde est sur un pied d'égalité et touche un peu à tout. Et en gros, on a tous la vision en tête de ce qu'on veut faire à 5 ans, mais on se dit quelle est la première colline qu'on doit attaquer pour avoir nos premiers, par exemple, 10 KMR. Et on se dit bah tiens, tel user, ils nous ont demandé ça, c'est probablement qu'ils veulent faire use case A avec notre outil, les autres, ils veulent faire use case B, et ainsi de suite. Et ensuite, c'est tout un mix où il faut se poser avec une personne qui est très produit, une personne très business, en mode le marché, le go-to-market, est-ce qu'il est simple à attaquer? Est-ce que les mecs sont éduqués? Est-ce que le produit, ça prend du temps de créer les features dont ils auront besoin? Est-ce que vraiment ça correspond à notre vision? Et en fait, c'est beaucoup de modèles mentaux, type les classiques, les lois de Pareto, et ça te demande, c'est très dur à résumer, je sais pas, il n'y a pas de recette magique, mais c'est vraiment, ça te demande une connaissance assez monstrueuse de ton marché, ou au moins d'aller poser des questions à des gens qui connaissent par cœur le marché, et en même temps de ton produit. Comme ça, tu fais toujours le ratio. Est-ce que moi, ça va être dur à construire versus est-ce que c'est simple à attaquer comme marché? Et surtout, est-ce qu'il y a vraiment un besoin? ici, ils te le disent très bien. Si une personne est dans un désert, tu lui files de l'eau croupie, il va la boire. Alors que si il est déjà vers une oasis, il faut que tu aies déjà de l'eau de qualité, en gros. Donc il faut vraiment trouver des gens qui sont perdus sur un use case très spécifique et ils pardonneront que ton produit est pas parfait. Et il faut se dire, tu peux pas tout faire. Et il faut pas faire toutes les features. C'est le meilleur moyen de mourir, hein, de toute façon. Là, j'avais un exemple en tête. J'avais parlé à Thibaut de Livestorm à ce sujet. Il m'avait dit Livestorm, avant que ça devienne une SaaS vraiment de permettre de faire tous tes meetings en ligne et tes meet-up. Au départ, ils étaient focus uniquement sur les marketeurs qui voulaient distribuer du contenu pour de l'apprentissage, donc donner des cours ou ce genre de choses. Et ils ont fait que cette niche pendant 1 an ou 2. Et une fois que cette niche a été comblée, ils sont passés au reste. Mais ils avaient déjà la vision d'être ce qu'ils sont aujourd'hui. Et ils faisaient de l'anti-vente sur le reste. C'est hyper important de faire de l'anti-vente sur le reste et de dire on n'est pas prêt ou on va pas vers ce segment de marché et d'être hyper clair aux personnes, avec les personnes. Ouais, c'est ça, parce que là, tu prends le risque justement de faire rentrer des utilisateurs qui vont pas aller récupérer ce que tu peux leur offrir
construire à l'instant T et du coup tu vas créer de la frustration et puis tu peux aussi derrière créer de la déviation, Exactement. par rapport à ta vision et par rapport à ta roadmap quoi. Et au niveau justement des feedbacks utilisateurs, tu passais beaucoup de temps en one-to-one. Est-ce que tu as des questions types que tu posais qui pourraient être extrapolées à peu près n'importe quelle typologie de produit? Est-ce que tu as quelque chose de templatisé à peu près là-dessus ou pas? Il y a des questions qui dépendent pas mal du persona et vraiment du problème que tu veux résoudre, mais globalement, c'est très vrai dans le B2B SaaS, tu as toujours les questions de comment tu demandes à la personne comment elle résout ce problème à l'heure actuelle, quel outil elle utilise, où sont les frictions, et un peu quel est l'écosystème d'outils ou les personnes qui utilisent cet outil dans son équipe, et tu essaies de voir des frictions en interne à cause de la multiplication des outils ou de la multiplication des rôles, qui sont typiquement, je sais pas, il y a 3 personnes qui travaillent sur le site web et ils utilisent 3 outils différents, mais c'est compliqué parce que ça prend du temps. Tu vas essayer de voir là où tu pourrais te placer pour streamliner un peu ces workflows. Donc c'est plus en mode, pas tant sur les fonctionnalités, mais plus sur comment eux gèrent ces problématiques en interne, quelles sont les frictions en interne qu'ils ont. Et ça, classique, ouais, quel outil tu utilises, quelle personne le met en place, quels sont les process de validation chez vous. Et ça te permet aussi, au niveau marketing, ce qui est assez cool, de voir quelles sont les personnes, les personas auxquels tu vas devoir parler. Parce que typiquement, surtout dans le B2B, il y a une personne qui achète, il y en a une autre qui utilise ton outil, il y en a une troisième qui valide, et des fois, il y en a même d'autres qui sont dans le processus d'achat. La solution en interne, etc. Ouais. Il y en a pas. En fait, le travail sous-jacent que tu fais quand tu fais ça, c'est que outre le travail sur ton produit que tu vas faire, c'est que tu apprends à connaître vraiment en archi profondeur ton marché en fait, ton industrie. Exactement. Et ça c'est essentiel en fait. C'est-à-dire qu'on voit que les boîtes qui marchent le mieux, c'est celles qui ont la meilleure maîtrise en interne de leur audience et de leurs problématiques et qui comprennent le truc mais de A à Z. Il y a une boîte qui est très connue pour ça, c'est Alan. Alan, le CEO, en quelques années, c'est devenu un expert mais absolu autour de l'assurance et il a investi énormément de temps là-dessus. Et aujourd'hui, c'est un avantage énorme qu'ils ont parce que ils savent exactement sur quoi ils évoluent. Et donc, forcément, le temps que tu vas passer avec tes utilisateurs, alors poser des questions là-dessus, ça te permet justement de cartographier un petit peu tout ça, toutes ces problématiques pour derrière devenir un collab là-dessus, quoi. Et là, tu peux devenir qu'un seul expert. Parce qu'on oublie que le SaaS, il y a service dedans et que du coup, tu dois apporter une solution à l'échelle à une audience donnée, mais cette audience, t'es obligé de la connaître. C'est une version scalée d'une agence et une agence, elle se démarque quand elle est experte. Ouais, exactement. Surtout que tu dois complètement changer typiquement le gros travail aussi pour le PMF, c'est de changer le wording ou le messaging aussi bien au niveau marketing qu'au niveau produit. Parce que si tu changes de persona et de marché, les gens vont être perdus dans ton outil et il faut utiliser le vocabulaire qui eux leur parle. Tu parles pas de la même manière une CMO de mid-market, d'une CMO d'une scale-up, je sais pas, un head of growth. Pas du tout la même chose. Et pareil, il va pas s'attendre à ce que tu présentes les features dans ton produit de la même manière. Donc c'est un gros travail aussi de copywriting à la fois au niveau market et au niveau UX. Et ça, c'est assez intéressant aussi, je trouve. Tu le mets le doigt sur un truc super intéressant. Ça me fait une super transition vers un sujet un peu plus growth en général, au sens large. C'est-à-dire que tu as une vision super intéressante du growth, toi, où tu l'appréhendes, tu me diras si je me trompe derrière, mais tu l'appréhendes d'une façon vraiment holistique. C'est-à-dire que, en fait, un growth, son rôle, c'est de faire travailler le market, le produit, les sales ensemble, de mettre en commun toutes les informations, toute l'information qui est générée par ces trois pôles et d'identifier des opportunités, en fait. Typiquement, je sais pas, t'as le market où t'as les sales, par exemple, qui identifient un feedback, un verbatim intéressant. Bim, ils vont aller le distribuer au market et au produit pour améliorer les campagnes d'ads, les campagnes d'acquisition et pour améliorer la copie sur le produit, par exemple, faire en sorte que ça colle mieux, d'avoir un message pour le coup omnicanal qui fit vraiment avec une vraie continuité. Qu'est-ce que tu peux nous dire justement sur l'approche que tu as et qui dénote vachement en fait de ce qu'on voit en France? On parle énormément de scraping, growth égale acquisition bourrine. Comment tu définirais toi justement ce qui est aujourd'hui le bon growth, je mets le bon volontairement en mode petite provocation. C'est quelqu'un qui doit, moi je prêche pour ma paroisse, mais c'est quelqu'un qui doit avoir une grosse sensibilité produit et marché. Il doit voir là où le marché se dirige dans les 2-3 ans à venir, voire même plus. En fait, pour moi c'est même un généraliste parce que si tu as une culture sales, c'est très cool aussi parce que tu vas parler aux gens selon vraiment ce qu'ils ont besoin, selon leurs émotions. Tu vas pas être un marketeur qui balance de la newsletter ou du matériel marketing généraliste en tout cas. Tu dois avoir une vision produit parce que tu dois aussi, le bon growth, il doit
doit surtout agir dans le produit et mettre en place des mécanismes pour augmenter, je sais pas, l'activation, la rétention ou l'utilisation de features X ou Y dans le produit. À la fin, ça doit même être un ingénieur. Ça, c'est ce que dit beaucoup YC et ce qu'on voit beaucoup aux États-Unis, c'est ils veulent tout le temps des gens en growth qui aient la mentalité ingénieur, parce que c'est des personnes qui vont faire une fois une chose, ils vont tester et ensuite ils vont le scaler, ils vont l'automatiser et ils vont le scaler. Ils disent do things that don't scale au début, donc fais des trucs à la main, mais une fois que tu vois que ça marche, tu le généralises et tu le conçois dans ton produit où t'auras plus besoin de le refaire à la main. Bah, ça demande un gros mindset ingé, je pense aussi. Donc c'est un peu, je pense, j'aide personne avec ma définition, mais c'est une personne assez généraliste pour moi qui est un peu un dev avec une grosse appétence marketing, quoi. Ok, et super intéressant parce que ce qu'on appelle du coup du product-led growth, tu vas considérer que ton produit comme étant la moelle épinière de ce qui va faire derrière ton processus de croissance, que ton produit c'est ce que tu vas vendre, c'est ce que les gens vont utiliser, et donc c'est le point de contact le plus frontal avec ton marché au final. Et c'est ce qui va pérenniser ta relation avec ton marché, avec ton audience. Et donc en fait, tu remets ça au centre plutôt que de baser ta croissance autour d'input exogènes, type des campagnes d'acquisition, etc., qui vont peut-être booster le truc, mais qui vont pas faire ta croissance, qui vont pas te bâtir une croissance vraiment, on va dire, et puis endogène en fait, tu vois. Et, exactement. Mais je pense que sur ça, il y a qu'à voir, tu vois, un peu. Je vais reparler de Clubhouse, mais tu vois, je trouve que Clubhouse c'est un bon représentant de ce que tout le monde dit, tu vois, en fait, parce que tout le monde a la parole et c'est parfait. Et tu vois, sur tous les sujets growth, en fait, tu vois, et j'ai été dans des rooms growth, c'est qu'en fait, dans la plupart des rooms growth, c'est genre, hey, moi je fais du growth, donc aka je fais de l'acquisition et je ramène des gens. Maintenant, ça va vous de gérer, les gars. Et en fait, personne parle de qu'est-ce qu'on en fait. En fait, oui, on va parler un peu de nurturing, donc, mais toujours avec du contenu, tu vois, toujours avec des choses de growth. Mais jamais on va aller jusqu'à se dire, attends, mais si la personne que j'ai devant moi, elle part, c'est parce qu'il y a fondamentalement un problème chez moi en fait. Et du coup, comment est-ce que je fais pour faire cette boucle de rétroaction qui fait que je vais aller parler à tout le monde et que moi je suis le mec en front, tu vois, très bien, mais je vais aller parler à tout le monde pour que les choses changent en profondeur. Et comment est-ce que je vais aller porter cette parole jusqu'en interne pour qu'elle soit entendue avec des chiffres et avec du quali, etc. Et là, il y a personne, parce que personne parle de ça, parce qu'il est tellement plus simple de citer 20 outils d'acquisition, 20 outils de tracking et 20 outils de conversion, et de dire que regarde, j'ai fait x sur mon taux de conversion sur mon funnel. C'est souvent ça, on reste dans la surface, quoi. Et c'est pour ça que je rebondisais sur ce que tu avais dit entre bon growth, mauvais growth. Je suis pas en train de dire que toutes les personnes sur Clubhouse sont des mauvais growth, pas du tout. Je trouve qu'il y a des personnes bienveillantes. Et je t'ai vu Benoît, mais c'était juste pour dire que souvent c'est pas les sujets abordés principalement, parce qu'en même temps c'est pas ceux qui sont les plus sexy non plus. Parler de comment expliquer aux gens en interne que va falloir changer ça et avoir aucune idée de combien de temps ça va prendre, bah là on est bloqué. C'est la question. C'est la question de la poule ou de l'œuf. C'est-à-dire que et puis faut pas leur en vouloir parce que tu as des très très bons growth pour le coup. En France on est très bon là-dessus, mais forcément quand t'as la moitié de tes clients, tes freelances par exemple, qui viennent te voir pour générer du lead parce qu'ils se sont mis en tête, parce qu'aujourd'hui il y a cette grosse culture en France de l'acquisition et que leur produit, tu le sais pertinemment qu'il est dysfonctionnel, voire même complètement pourri. Tu peux pas faire de la pédagogie avec chaque client pour leur expliquer en fait le b.a.-ba et donc c'est pour ça qu'on veut discuter avec toi, et on veut discuter justement avec des gens qui font de la croissance autrement, parce que on a envie d'amener un petit peu d'amener un peu ce renouveau qui est déjà bien en place outre-Atlantique, et pour le coup ça leur réussit plutôt bien, et pas parce qu'on sait qu'une boîte qui grossit, c'est une boîte qui justement est au point sur tous les pans de sa croissance, c'est-à-dire un très bon produit, un très bon marketing, un très bon sales, et tout qui fonctionne entre les trois. Ça nous amène justement à la prochaine étape. J'aimerais qu'on parle quand même, qui est le no-code. Alors, vous le savez, on est sur les dernières 10 minutes. On finit toujours avec des conseils actionnables, et vous inquiétez pas, ça va être des conseils actionnables sur la partie product et growth. Mais j'aimerais quand même qu'on fasse un petit crochet sur le no-code, un peu avoir ton avis là-dessus. Tu vois,
aujourd'hui, si tu ouvres Product Hunt, tu as 3 outils, 4 outils no-code par jour, tu vois, qui sont en train de dire genre, à nous le pouvoir, nous non-développeurs, on veut vouloir créer et automatiser, et c'est parfait. Maintenant, selon toi, l'écosystème, où est-ce qu'il va? Quand tu as parlé à des gens en interne tu vois, donc sur ces différents segments de marché, selon toi, j'aimerais bien avoir ton avis sur le no-code aujourd'hui, où est-ce qu'il se porte et où est-ce qu'il va te vendre, parce qu'au final, tu fais un gros pari sur le futur, toi, qui est quand même que le no-code va être no-code/low-code va être largement utilisé dans des boîtes. Donc, j'aimerais bien avoir un peu ton avis sur où est-ce que tu vois le no-code là sur la fin de l'année, voire l'année prochaine, quelles sont les tendances et qu'est-ce que toi, tu as vu en parlant avec toutes ces personnes un peu hypées aux US? Parce qu'on voit, parce qu'il y a beaucoup de boîtes no-code aussi à YC. Moi, j'ai l'impression que le no-code va de plus en plus aller vers le monde de l'entreprise, surtout pour de la gestion d'applications ou d'app en interne typiquement, et qu'en fait, ça va monter en gamme. Pour l'instant, on est un peu dans la hype du no-code, et plein de gens font joujou en mode makers. Ce que tu te rends compte avec ces outils, c'est que déjà de 1, ils ont beaucoup de churn parce que c'est des gens qui sont porteurs de projets, mais tous les projets réussissent pas. Et comme tu l'as dit, Benoît, pour Scalesia, passer une certaine taille, tu es obligé de t'affranchir de ces outils et de refaire du custom. Donc ça, il y a des outils qui vont s'occuper à t'aider à scaler aussi pour que tu puisses rester avec eux tout le long de ta vie, enfin la vie de ta boîte. Mais surtout, ça va monter en gamme et aller dans le monde de l'enterprise parce que il y a un mec qui l'a très bien dit sur Hacker News, le no-code, tout le monde croit que ça permet aux gens qui codent pas de faire l'équivalent du code, alors qu'en fait, ça permet surtout aux développeurs d'aller plus vite sur des tâches qui les saoulaient. C'est que le no-code, c'est une surcouche sur du code. Il y a toujours besoin. En fait, si t'as appris à coder, que tu connais l'algorithmique, tu connais les API, tu connais le front, tu vas aller beaucoup plus vite, tu vas faire des projets stylés et surtout tu vas comprendre. Parce que demain je te mets dans Webflow, c'est un avion de chasse, le truc c'est tu mets des divs partout et en fait Webflow c'est du code visuel, mais c'est du code. Et ce qui se passe c'est ça va structurer en mode il va y avoir de l'enterprise qui vont peut-être le faire en interne et surtout pour les personnes plus mid-market ou makers, ça va, je pense, le marché va se structurer sur des freelances et des agences qui vont le faire et il y aura toujours un intermédiaire. C'est que au lieu de payer un développeur front en freelance, tu vas payer un développeur no code. Mais c'est à l'heure actuelle impossible, et je pense dans un futur même sur plusieurs années, c'est encore impossible qu'une personne qui soit totalement novice puisse faire des choses extraordinaires en no-code. Et du coup, on va s'orienter plus sur un marché de spécialistes avec des outils qui vont loin dans les besoins, genre type Webflow, type Bubble. Et j'attends de voir où vont les outils type plus Softer ou Pori, qui sont pour l'instant un peu plus des outils simples d'utilisation, mais qui scalent pas très bien. Et comme tu dis, c'est souvent des outils utilisés par des porteurs de projets, du coup gros churn, parce que tous les projets réussissent pas, et qu'en fait ils sont là juste pour un use case. Et dès qu'on sort, tu vois, de ce use case, bah là c'est compliqué. Et justement les gens qui ont bien réussi, je trouve, à faire ce mix entre les deux, en tout cas dans la manière ils ont commencé, le meilleur exemple c'est Zapier. Zapier c'est quand même utilisable par la plupart des gens, aussi bien par des porteurs de projets mais que des boîtes avancées. Et du coup trouver un peu ce middle ground c'est très compliqué. Et aujourd'hui on l'a pas forcément vu, je trouve, dans le no-code créatif, ce que j'appelle qui est différent du no-code automatisation. Et aujourd'hui, bah soit t'as Bubble, Webflow, des gros avions de chasse, soit de l'autre côté t'as du Pori, du software comme tu dis, et là c'est un peu compliqué. Mais du coup voyons un peu où est-ce que ça va. C'est hyper intéressant d'avoir ton feedback là-dessus, sur tout ça. On va passer au conseil très concret. Tu sais qu'on a l'habitude de finir avec des conseils concrets que des personnes pourraient appliquer. Alors on en a déjà un peu parlé au niveau des questions à poser, mais j'aimerais bien avoir en conclusion 3 conseils actionnables pour trouver son product market fit, des choses que les gens ne feraient pas, ou direct ils se disaient tiens je vais scraper LinkedIn, tu vois, par exemple. Bah ouais, c'est le moment, parce que je suis désolé, la vidéo était très théorique, mais le product market fit c'est très théorique, ça dépend beaucoup des produits de chacun, de son équipe. Mais la première recommandation, c'est juste de parler à ses utilisateurs tout le temps. Il faut que la personne qui s'occupe du produit, même le CTO, CEO, tout le monde, tous les C-level et même les premiers employés, il faut qu'ils passent au moins la moitié de leur temps à voir ce que font les utilisateurs dans le produit et même à leur parler. Mais vraiment, c'est plus de 50% de son temps. Le reste, c'est pas important, parce qu'en fait, créer de la feature, comme on l'a dit, ça se trouve, vous allez créer une feature qui sert à rien et vous en rendrez compte plus tard. Il faut se dire que il faut mettre son ego de côté et de se dire que de toute façon, ce qu'on va sortir, au début, les utilisateurs vont rien comprendre et c'est pas eux le problème, c'est ton produit. Donc vraiment, parler à ses utilisateurs. Le deuxième conseil, j'en avais parlé dans le vacarme, c'est de traquer dès le début, à minima, au moins là où on sait qu'il va y avoir des points de friction potentiels dans son application, mais c'est vraiment du tout début de son application, avoir du tracking
tracking type Full Story, ça peut être Google Analytics si vous n'avez pas le temps, genre Amplitude, ce genre d'outils, pour voir vraiment ce qui se passe dans votre produit. Parce qu'il n'y a rien de pire que de mettre un produit en production, d'avoir passé du temps dessus et au final de pas savoir si les utilisateurs aiment bien la feature ou l'utilisent. C'est du temps perdu en fait. Et le troisième conseil, mais ça c'est un peu plus sur la personnalité, mais c'est d'être hyper humble. Quelle que soit votre idée, vous pouvez avoir la meilleure idée du monde au départ, ce sera forcément de la merde. Je suis désolé pour cette phrase, mais les gens vont rien comprendre et ça marchera pas. Ça c'est un truc qu'on voit tout le temps. Dites-vous que nous dans notre batch, à YC, il y a des mecs, il y a Airbnb, il y a Dropbox, il y a Webflow, on a les Stripe, on a des talks des CEO qui nous disent mais au début on faisait n'importe quoi, personne comprenait notre produit et ils ont mis des années, ça prend du temps. Webflow ça a déjà 7 ans, Stripe ça a déjà plus de 10 ans et ils disent au bout d'un moment il va y avoir un déclic quand vous y attendrez pas à force de parler à vos utilisateurs, mais il faut être ultra humble et se dire que des fois il faut revoir son produit totalement ou changer complètement de direction. Bah ça c'est un des mots du siècle, hein. C'est tu t'investis corps et âme dans un produit, t'es persuadé par un manque d'humilité ou un manque de méthode pour le coup, souvent c'est un manque de méthode, que t'as le bon produit, que c'est le marché qui n'a pas compris, et là tu pars en mode croisade pour l'éducation, tu veux éduquer ton marché à grand renfort de mise à jour, mais surtout tu ne remets pas en question sur la sémantique même de ton projet et sur sa proposition de valeur qui est peut-être complètement à côté de la plaque, et c'est ce qu'on voit très très souvent quoi. Donc faut être prêt à jeter 80% de son code à 80% de son produit et faire table rase quoi. C'est ça, et pas avoir d'a priori vraiment. Faut être hyper naïf, faut avoir une vision, mais faut être hyper naïf dans son exécution de tous les jours. C'est ça, et ce ratio minimum 50% de temps consacré à parler à ses utilisateurs, je le trouve super intéressant. En gros, bah il y a une boîte qui est ESA qu'on accompagne et qui justement sortent leur bêta là, et donc ils ont un développeur, ils ont un product guy qui ont passé beaucoup de temps à justement faire coder ce MVP, tu vois, et je leur ai fait un template sur Notion avec justement une trame dont je me suis beaucoup inspiré de par ton vacarme, et je leur ai dit ok, bah cette trame de call vous allez la dérouler à chaque fois, donc vraiment systématiser le truc, et maintenant vous consacrez minimum 2/3 de votre temps, 3/4 de votre temps toutes les semaines à parler avec vos utilisateurs en one-to-one, à récolter du feedback, et le temps de code vous ne codez que pour résoudre des bugs, que pour débugger, mais par contre les features pour l'instant on oublie quoi. D'abord on se donne plusieurs semaines, on récolte du feedback à fond sur l'existant et ensuite on itère, et parce que le gros risque, c'est que surtout quand t'as des mecs qui adorent shipper de la feature, quand t'as des techs qui ont pas nécessairement une vision produit très exacerbée, bah c'est que ils vont aller coder des trucs dans tous les sens sans justement se poser la question de l'impact business derrière quoi. De ouf. Et t'as soulevé un point qui est juste monstrueux, c'est que il faut pas répondre à tout par de la feature. Des fois c'est expliquer à ton utilisateur, mettre un article d'aide ou changer un peu le UX de ton produit. Ouais. Mais le fait de mettre trop de features, qui est un truc très franco-français, parce qu'on a une grosse éducation à l'école aussi, mathématiques, ingénieurs, vouloir mettre de la feature partout, tu perds tes utilisateurs, et souvent les outils les plus simples sont ceux qui fonctionnent le mieux au début. Clairement. Et puis même sur le long terme, hein. Par exemple les outils comme HubSpot, ils ont cet enjeu-là de scalabilité où en fait plus l'outil devient complexe et plus derrière t'es obligé d'investir dans l'éducation de tes utilisateurs, etc. Donc ouais, simple is beautiful comme exactement. Je pense qu'on finit sur ce terme incroyable, simple is beautiful. Less is more, simple is beautiful, très stylé. Merci beaucoup Quentin, c'est hyper cool. Je pense que tu vois, c'est un des trucs pendant que tu étais en bas, je me suis dit mais on devrait trop faire des micro-content avec tout ce qu'on est en train de dire. Benoît, qu'est-ce qu'on est là, c'est trop stylé ce qu'on vient de se dire, donc on va reprendre ça très certainement, et puis je pense qu'on va te réinviter pour parler de ce sujet parce que c'est un sujet qui évidemment bouge, et surtout moi je suis curieux de savoir, on a parlé peu de WeWeb, peu de l'aventure, et je suis curieux de savoir un peu où est-ce que ça va, où est-ce que ça en est, mais je pense que ça fera une V2, pas très grave. Ouais, bah écoute, là j'aurais trouvé mon PMF. Bah écoute, en tout cas, tu nous as porté bonheur, parce que pendant le talk là, on a passé la barre des 1000 abonnés sur la chaîne, donc c'est trop cool. Et donc moi, ce que je te propose, c'est que tu reviennes quand on aura rajouté un 0. Ok. On fait le passage des 10 000 ensemble. Exactement. Nice. Trop cool. Je serai là, t'inquiète pas. Où est-ce qu'on peut te contacter si on a des questions? Pendant Vacarme, j'avais dit Quentin@weweb.io et j'avais galéré à répondre aux gens parce que j'étais en train de faire YC. Mais maintenant,
maintenant, c'est bon, c'est fini. Donc contactez-moi à quentin@wework.io et je répondrai. Sinon, n'hésitez pas à me pinguer sur LinkedIn, je réponds globalement à tout le monde. Pas forcément instantanément, mais je vous répondrai. Très clair. Ça marche, nickel. On Écoute, écrit ça. merci beaucoup pour ton temps, ton énergie, et puis surtout pour la pertinence de tes interventions à chaque fois, c'est vraiment top. Et puis on a hâte du coup de te revoir dans les parages. Salut, salut. Pareil, thanks les gars. Salut à Ciao. tous. Ciao.